Bonjour et merci d'être avec nous. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé avec nos spécialistes. Et quel spécialiste? Docteur Adrien Widart, bonjour. Bonsoir Jessica. Vous êtes chirurgien urologue. Docteur Thierry Firobe, vous êtes médecin urgentiste. Bonsoir. Bonsoir Jessica. Docteur Stéphane Vigne, vous êtes spécialiste en médecine interne et notamment spécialiste du lymphodème. On va en parler bien sûr ce soir. Bonsoir Jessica. Avec nous également le docteur Grégory Linsner, vous êtes radiologue. Tout à fait, bonsoir Jessica. Et le petit nouveau de la bande, c'est le docteur Olivier-Jacques Beaucry, vous êtes médecin généraliste. Enchanté et merci en tout cas d'être là Jessica. La première question, elle est pour vous, figurez-vous. Allons-y. La première question, c'est une question de Ludo, 46 ans, de Lille, qui nous dit « Je fais des insomnies toutes les nuits, je m'endors difficilement, je me réveille systématiquement à 4 h du matin et puis je me rendors à l'aube. » Ça vous rappelle quelqu'un, j'ai l'impression. Mais je suis tout le temps crevée. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, l'insomnie, en fait, il y en a plusieurs des insomnies, effectivement, mais ça touche énormément. Quasiment tout le monde a un problème avec le sommeil. Soit c'est des insomnies d'endormissement, qui sont en général plutôt des insomnies d'anxiété, ou les insomnies plutôt de l'aube, plutôt des choses qui sont plutôt d'un contexte de dépression. Alors, quand on a une insomnie, trouble du sommeil, c'est déjà de respecter une hygiène de vie. C'est essentiellement le plus important. Ça peut être de ne pas faire du sport trop tard le soir, ça peut être effectivement de ne pas regarder son réveil. Donc il y a énormément de petits tips qui servent en fait quand on a l'insomnie. Donc oui, il y a des moyens d'aider notre auditeur, il y a énormément de choses qui sont possibles et sans passer forcément par des médicaments. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Une question pour le docteur Grégory Linsner. Je dois faire un scanner et j'ai une ordonnance pour un produit de contraste. À quoi ça sert? Alors, les produits de contraste, ça dépend parce qu'on a les scanners, les IRM, on peut utiliser les produits de contraste dans ces différents examens. Et c'est des éléments qui vont permettre de rehausser, c'est-à-dire ils vont suivre la circulation veineuse et artérielle et ils vont aller dans les différents organes et révéler des choses qu'on ne verrait pas spontanément quand on fait un scanner ou une IRM s'il n'y a pas ces injections. C'est-à-dire tous les endroits qui sont vascularisés, qui ont des vaisseaux, comme par exemple les tumeurs ou d'autres choses. Donc en pratique, c'est un produit qu'on nous injecte, ce n'est pas quelque chose qu'on boit. C'est un produit qu'on injecte. Alors avant, effectivement, il était prescrit, on allait l'acheter en pharmacie. Maintenant, ça a un petit peu changé. C'est votre radiologue qui va avoir directement le produit de contraste à disposition pour les scanners et pour les IRM. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'aller en pharmacie les récupérer. On les récupère que pour d'autres examens qui sont différents. Mais pour tout ce qui est scanner et IRM, c'est le radiologue qui va le fournir directement et il sera injecté par une perfusion. Une question pour le docteur Adrien Widart, chirurgien urologue. J'ai tout le temps envie de faire pipi, je me lève toutes les nuits. Est-ce que ça peut être une maladie, ça aussi, une maladie de la vessie par exemple? Oui, ça peut être une maladie de la vessie. La vessie, en fait, c'est comme une baudruche qui se remplit, qui se ferme, enfin qui se vide. Et donc, s'il y a quelque chose, une maladie ou un corps étranger ou une pathologie même du muscle de la vessie, elle peut être irritée et donc elle peut donner envie d'aller faire pipi régulièrement. Alors, ça peut être la vessie qui peut poser un problème, ça peut être aussi les quantités de liquide qu'on boit et comment la vessie se remplit. Et puis on peut même avoir des pathologies respiratoires, par exemple l'apnée du sommeil, elle donne envie d'aller faire pipi beaucoup la nuit. Donc il y a plein de choses. Il faut consulter son médecin tout simplement. Ouais, souvent on commence par faire un calendrier mictionnel, noter sur un papier quand est-ce qu'on fait pipi et la quantité qu'on fait en allant faire pipi en utilisant un verre doseur de pâtisserie. Ça donne déjà une bonne idée de ce qui se passe. Très bien. Entre le jour et la nuit. Très bien, j'aime bien le doseur de pâtisserie. Ça fait un biberon, un verre suite, doseur de pâtisserie, ce qui sert à faire les gâteaux. Après, il faut le passer à la machine à laver. Mais c'est assez efficace. À 2h du matin, alors, le verre doseur. Alors le verre Ça doit doseur être à un 2h truc du matin, assez donc en sympa. fait dans ces cas-là, on dit aux gens quand ils font trop se lever la nuit de préparer plusieurs récipients, de faire pipi dedans et c'est le lendemain qu'on fait les mesures. Une question pour vous, docteur Stéphane Vigne. Le lymphodème est-il lié exclusivement au cancer du sein? Alors classiquement, c'est le cancer du sein qui est le traitement qui est la première cause de lymphodème en France. Maintenant, il y a des lymphodèmes aussi pour les membres inférieurs qu'on connaît beaucoup moins bien. Après tous les cancers pelviens, gynécologiques, mais prostate aussi, vessie, marge anale, où les traitements peuvent aussi donner des lymphodèmes qui sont bilatéraux, souvent à droite comme à gauche, parfois asymétriques. Et puis, pour finir, dans les hors cancers, c'est les lymphodèmes dits primaires. C'est des lymphodèmes qui sont dus à un problème constitutionnel, anatomique du système lymphatique, et qui apparaît souvent chez les jeunes, et les jeunes filles en particulier, et qui touchent là aussi préférentiellement les membres inférieurs. Alors, le lymphodème, ça concerne combien de personnes en France? Alors pour le cancer du sein, une femme sur 5 qui a eu un traitement avec un curage, une ablation des ganglions, peut avoir lymphodème. Maintenant, avec les techniques modernes, notamment le ganglion sentinelle, c'est plutôt 6 à 8%. Ça, c'est en Europe.
Parce que En Europe, en France En En France, Europe, on n'a pas d'études en On France. n'a pas d'études. C'est des études au niveau mondial. mondial. Parce qu'il y a aussi des lymphodèmes parasitaires, non? Oui, en France, on n'en a pas beaucoup, Non. voire pas du tout. Ouais. Ne partez pas Thierry Firom maintenant que Ah mince, vous avez la je- parole. J'ai une Boum. question pour vous. Médecin urgentiste, je le rappelle. Et en plus, c'est votre spécialité. Hein. J'ai une épaule luxée. Ça fait horriblement mal. Que faire? C'est ma spécialité. Ah, vous adorez faire ça. Oui, effectivement, j'adore faire ça. On a une épaule luxée, soit parce qu'on a eu un traumatisme, soit parce qu'on a une luxation récidivante d'épaule. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à un endroit où on peut vous remettre votre épaule en place. En Ile-de-France et en France, en général, on va dans un service d'urgence. Et, Sinon, on vous appelle? les urgentistes, 24/24 je peux vous mettre en référence les bronzés font du ski, c'est une bonne référence. Maintenant, ouais, il faut aller dans un service d'urgence. Si c'est une épaule traumatique, on vous fait d'abord une radio. Et ensuite, si ça n'est que luxé, pas cassé, on va vous réduire votre luxation. Si c'est une luxation récidivante, on va vous réduire votre luxation avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Pourquoi ne faut-il pas rester trop longtemps aux toilettes? Ah, ça, c'est une question qui concerne tout le monde. Ça, c'est une question de médecin généraliste. Docteur Faut pas Beaucré, douter. elle est pour vous. Elle est pour moi. Ça dépend, c'est pour faire quoi? Alors là, ça peut être pour scroller, ça peut être pour lire, ça peut être lire une BD, mais en l'occurrence, c'est pour effectivement aller aux toilettes. Et alors, pourquoi il ne faut pas? Alors évidemment, quand on reste trop longtemps aux toilettes, ça fait une pression éventuelle sur les veines anales et ça peut entraîner un surrisque d'hémorroïdes. Donc ça, éventuellement, ça peut être fâcheux si on a déjà tendance à ce genre de choses. Il y a même eu des cas de malaise vagaux. Ah oui? Il y a eu des cas de malaise vagaux. Alors, on peut installer un petit tabouret, éventuellement pour remuer les jambes de temps en temps C'est quand on est aux toilettes. toute une organisation. Oui, il y a des hein. petits tabourets, il y a des petits marchepieds, ça peut être sympa. Et sinon, il y a aussi des raideurs cervicales, parce que les gens, ils scrollent. Et comme mon collègue le disait à juste titre, il y a eu même des cas, en fait, chez les jeunes, en fait, qui restent trop longtemps aux toilettes, effectivement, des cas, en fait, où il peut y avoir des troubles de la continence anale. Donc, effectivement, c'est pas si anodin que ça de rester trop longtemps aux toilettes. D'accord. Alors justement, j'ai une question pour vous, docteur Vidard. Le prolapsus, il peut y avoir un lien ou pas? Si on Alors reste trop le longtemps aux toilettes. prolapsus, oui, alors le prolapsus, qu'est-ce que c'est? C'est une descente d'organes dans le langage courant. C'est quand on peut avoir Une boule, quoi. Une boule qui descend. qui dépasse du vagin ou du rectum aussi, ça peut arriver. Hein. Tous les organes du périnée de cette région-là peuvent être concernés. Alors rester trop longtemps aux toilettes, non, c'est pas le facteur de risque principal, mais la constipation chronique, opiniâtre, avec des efforts comme on dit, d'exonération, des efforts pour aller à la selle prolongée, ça peut favoriser l'apparition d'un prolapsus au long cours, oui. Donc il ne faut pas rester combien de temps, plus de combien de temps aux toilettes? En général, on considère que 5-10 minutes, c'est Ah oui. une exonération classique. Voilà. Au-delà de 25-30 minutes, 20-25 minutes, on C'est de va la dire que là, gourmandise. ça devient quand même un peu long. Et peut-être faut consulter, parce qu'on en rit effectivement assez On facilement. Mais, consulte quand même, parce qu'on reste 20 minutes aux toilettes. mais le transit est un problème Ah bon qui intéresse énormément les patients. Et Ah ouais. On consulte parce qu'on veut pas laisser son téléphone à l'entrée des toilettes avant d'entrer. Alors, on peut Peut-être. consulter pour ce motif-là. Alors, effectivement, non, les gens, on peut avoir... Encore une fois, les gens sont parfois très intéressés par le petit digestif en général et la défécation en particulier. Donc, effectivement, quand on consulte et qu'on est trop constipé, au-delà du fait que ce soit un peu amusant d'en parler, effectivement, il faut quand même consulter rapidement son médecin parce qu'effectivement, il peut y avoir derrière des pathologies sévères. Mais si on reste aux toilettes et que c'est juste pour scroller, bouquiner... Ah bah c'est juste pour scroller, parce qu'on va être effectivement. Là, c'est... tranquille. Ah ben là, c'est pas une pathologie. Et question suivante. Une question pour vous, docteur Grégory Lancer. Si je fais une scintigraphie, est-ce que je dois prévoir de ne pas voir mes enfants les jours qui suivent? Ça se passe en médecine nucléaire, mais bon, vous pouvez peut-être nous répondre. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, c'est plus les médecins nucléaires, mais en fait, quand vous passez une scintigraphie ou des examens en médecine nucléaire, en général, on vous injecte un produit qui est radioactif, c'est-à-dire qui émet des rayonnements à l'extérieur. Alors il y a un rayonnement ambiant de toute façon sur la planète en permanence, donc en permanence on prend des rayons, c'est pas que quand on va dans les centres d'imagerie, mais quand on fait une scintigraphie, effectivement, il va y avoir un rayonnement qui est émis. Donc ce que je recommande, c'est déjà de demander au médecin qui va vous pratiquer l'examen, le médecin nucléaire, le scintigraphiste, parce que les produits ont des demi-vies, donc ils sont éliminés plus ou moins rapidement. Il y a des produits qui sont éliminés quasiment en une demi-heure ou une heure, donc cela, il n'y a aucun risque, vous rentrez chez vous, il n'y a plus de souci. Et puis il y en a qui vont prendre un peu plus de temps, et dans ces cas-là, il va vous dire si effectivement vous pouvez voir les enfants, la famille, ou s'il vaut mieux rester dans une pièce un peu isolée pendant une heure ou deux avant de recôtoyer la famille, le reste de la famille.
Cette saison, j'ai le Covid, je me sens mal. À quel moment je vais aux urgences? C'est pour vous, docteur Chirob? Ça, c'est pas pour le médecin généraliste, mais moi... Vous envoyez beaucoup des oui. gens aux urgences qui viennent parce qu'ils ont le Ils Covid. viennent parce qu'ils se sentent malades et qu'ils ne sont pas bien et qu'ils ne tiennent pas debout. Et voilà, mais ce n'est pas une raison pour aller aux urgences, ça. Faut commencer à ne pas respirer correctement. Certains ont des troubles digestifs, donc en plus, ils peuvent être déshydratés. Mais la première raison, c'est l'essoufflement. L'essoufflement à l'effort à peine, mais surtout l'essoufflement au repos qui doit vous amener aux urgences. Il n'est pas question de rester à la maison avec... alors, tout le monde a un saturomètre maintenant, donc tout le Donc, monde faut pas se dépasser dit... combien faut pas descendre. Descendre, oui, Combien c'était ma question. Eh ben, un bronchopathe chronique qui a une saturation de base qui est à 90%, il a déjà largement dépassé le seuil. Mais la personne normale, si elle descend en dessous de 94%, il ne faut pas qu'elle reste à la maison. Et pour ceux qui n'ont pas de saturomètre, c'est leur sentiment de ne pas y arriver, en fait, de ne pas réussir à respirer. Et puis s'ils viennent aux urgences en excès et qu'ils repartent rassurés, tant mieux. Donc ne pas faire une phrase sans avoir des difficultés à respirer, ça peut être un bon repère, ouais, effectivement. Ça peut être un repère assez Ouais. simple. Ouais. Oui. Pas pouvoir faire une phrase sans avoir à reprendre sa Réussir à respiration. parler normalement ou ne pas réussir à parler. Effectivement, il y a un moment donné, on demandait à l'époque du Covid, on demandait aux gens de compter jusqu'à 10 sans trop accélérer. Et d'arriver à 10 sans être essoufflé, ça peut être effectivement un bon repère pour C'est considérer. des choses qui sont faciles à faire, chez soi. Après, c'est le même principe pour le virus de la grippe et pour le virus de la bronchiolite, pour le virus respiratoire VRS, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on risque d'attraper des maladies en s'asseyant sur des toilettes publiques? En fait, non. Paradoxalement, c'est plutôt en ne s'asseyant pas qu'on risque d'attraper des maladies. Pourtant, une cuvette de toilette, c'est vachement sale, non? Ouais, mais on peut la nettoyer avec une simple lingette nettoyante, on peut avoir ça dans son sac. Alors paradoxalement, beaucoup de femmes ne veulent pas s'asseoir. Alors, ok, si c'est vraiment sale, on n'y va pas. Mais aller uriner en position semi-assise, la culotte sur les genoux, le sac à main sous le bras, en ayant une miction en poussant, c'est assez délétère, c'est pas bon, on n'arrive pas à bien vider sa vessie. Ça peut favoriser les infections urinaires, les prolapsus et ainsi de suite. Je reprends toujours l'exemple des toilettes japonaises, où au Japon, toutes les toilettes sont propres, c'est nickel, tout le monde va faire pipi dans les toilettes publiques, même dans le métro et tout, c'est merveilleux. Donc après, c'est des comportements de société et d'habitude, mais paradoxalement, on ne va jamais attraper de maladie. Dans ce cas-là, sinon, on ne s'assoit nulle part, on ne se pose rien, on ne pose pas les fesses en maillot de bain quelque part, on pourra attraper autant de maladies n'importe où. Donc c'est très conceptuel dans l'apprentissage de l'hygiène qu'on a eu. Donc on peut nettoyer simplement et on se pose. Et est-ce qu'on peut attraper des morpions? Pardon de la question, mais... Ah non, parce que le morpion est un animal déjà mythique qui commence à avoir un biotope qui disparaît un petit peu actuellement. Il y a parce qu'il plus de de moins en morpions moins dans de la poils. nature. Eh ben oui, Formidable. il faudrait sauver les morpions. Très Et bien. sinon, en fait, le morpion, c'est comme une puce, donc ça passe d'un poil à un autre poil, et donc ça reste D'accord. pas en balade sur le bord D'accord. de la route. Bon, Non. c'est la meilleure nouvelle de la journée, Voilà. franchement. Et donc, il commence à y avoir des régions où le morpion n'existe plus. C'est un vrai problème. En D'accord. revanche, par rapport aux C'est pas toilettes, écologique, hein. on parlait tout à l'heure de scroller aux toilettes. Je pense que c'est plus mauvais d'avoir son téléphone aux toilettes que de s'asseoir sur des toilettes publiques. Ouais. C'est-à-dire que d'avoir son téléphone à la main quand on va à la selle, pour être Et un de le peu remettre trivial, après aux oreilles. et après de le reposer, de Ah ouais. reparler et de l'amener à la bouche sans s'être lavé les mains, parce que le téléphone c'est quand même Oui, c'est quelque vrai. chose qui est quasiment le plus Effectivement. sale sur Ouais, Terre. c'est vrai. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie. Effectivement, le téléphone est 6 fois plus sale qu'une cuvette de toilette. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude. C'est Et- comme les cacahuètes dans les bars Ah où bah il y a Ouais, 20 c'est pour types ça qu'il n'y a d'urine plus de différentes. cacahuètes, mais... Et donc on a transformé Mais ça par pour le contre, on a téléphone. des smartphones et on se les partage, C'est ça. c'est encore plus sale. Faudrait se laver les mains à chaque fois qu'on touche Ah, c'est un l'idéal. Il téléphone. faudrait surtout pas aller aux toilettes avec son téléphone. Avec son téléphone. Allez, bonne résolution à partir de ce soir. On pose Bravo. le téléphone à l'entrée. Et en Ça moyenne, on sera- se touche le visage 2000 fois par jour. Donc on touche le téléphone qui est dégueu et on se touche le visage 2000 à 2500 fois par jour. Donc on bravo. met du germe de partout qu'on a ramené. Donc c'est assez paradoxal. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi on a une gastro. Allez, une question pour le docteur Vigne. On a beaucoup parlé de lymphodème et donc forcément, il y a des jeunes femmes qui se demandent, mais ça peut aussi arriver aux hommes, qui se demandent comment on a un lymphodème, comment on attrape, j'ai envie de dire, un lymphodème. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, des choses qui font que on est plus à risque que d'autres? Alors, c'est difficile absolument comme question parce qu'en fait, tous les facteurs dépendent du cancer et du traitement. Finalement, on n'a pas beaucoup d'influence sur le risque. Le risque, c'est essentiellement le fait d'enlever les ganglions au niveau de l'aisselle, par exemple, de faire de la radiothérapie. Et puis l'obésité aussi est un facteur de risque.
Et l'autre facteur de risque, finalement, c'est le fait d'enlever le sein, le fait d'avoir une infection post-opératoire. Et ces facteurs-là, on ne les maîtrise pas. Et donc, finalement, à part le contrôle du poids, je pense que c'est le seul message qu'on peut dire, et de garder une activité physique normale pour stabiliser son poids. C'est ce qu'il y a de mieux pour prévenir un lymphœdème. Merci, docteur Vigne. Mon mari ronfle super fort toutes les nuits, c'est insupportable. Est-ce que ça peut être une maladie? Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. C'est un appel au secours. Hein. C'est un Je appel au divorce, secours. je fais chambre à part. C'est pour le docteur Beaucry. C'est un problème qui est immense parce que, évidemment, quel couple ne connaît pas à un moment donné un Vous peu n'êtes de- pas seul, donc. Voilà, exactement. Là, ce qu'on appelle la roncopathie, c'est effectivement un problème qui est... Alors, ça concerne quand même plus les hommes. Alors, bon, quand c'est modéré, non, c'est pas un problème. Quand c'est un petit ronronnement, c'est pas un problème. Mais par contre, oui, effectivement, il y a des facteurs de risque et on peut maîtriser ces facteurs de risque, le tabac, la consommation de tabac, là, d'avoir une déviation de la cloison septale. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent entraîner le ronflement, notamment par exemple dormir sur le dos. Donc oui, alors il y a et l'apnée du sommeil, évidemment, est une énorme cause de ronflement et de roncopathie. Donc si votre mari ou votre compagnon note qu'il y a des pauses respiratoires dans le sommeil et qu'il s'arrête de respirer pendant quelques secondes, il faut consulter parce que ce ronflement-là peut être une cause du ronflement. Et puis l'apnée du sommeil, ça se traite, il y a des solutions. C'est en train d'exploser la prévention sur ce trouble du sommeil, sur l'apnée du sommeil. Donc on le dépiste énormément aujourd'hui. Il y a énormément de facteurs de risque. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt bien connu. Donc effectivement, l'apnée du sommeil, ça doit être traité. Il faut aller voir son médecin généraliste qui saura aller ensuite orienter vers un médecin du sommeil. Est-ce que ça Et un règle des vraiment symptômes le problème? Un des symptômes, c'est souvent c'est de avoir envie de faire pipi la nuit. On va bien dans la journée, mais la nuit, on se lève beaucoup pour aller uriner. Voilà. Et c'est un des symptômes de l'apnée du sommeil. Et donc Et les patients voilà, c'est viennent ça. voir l'urologue parce qu'ils se lèvent la nuit pour uriner. En fait, ils ont une pathologie respiratoire sous-jacente. Et en général, d'ailleurs, les gros symptômes de l'apnée du sommeil, c'est le fait de se lever pour faire pipi plusieurs fois, de se lever en ayant mal à la tête, une céphalée matinale, de piquer du nez devant la télé, ou d'avoir besoin de faire une sieste l'après-midi, ou de ronfler, de faire des pauses respiratoires. Tout ça, ce sont des facteurs de risque d'apnée du sommeil. Une dernière petite question pour vous, docteur Vidard. J'ai entendu dire que le tabac augmentait les risques d'avoir un cancer de la vessie. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Parce que je ne vois pas le lien. C'est Ah oui, une alors, question d'un jeune homme. C'est très vrai, Ouais. c'est très prouvé. Parce qu'en fait, dans les produits qu'il y a dans le tabac, il y a des déchets toxiques, ce qu'on appelle les amines aromatiques, qui sont déjà à haute concentration dans le tabac. Et dès qu'on va inhaler ces fumées, et probablement tous les produits qui s'inhalent, on les retrouve également dans certaines peintures, dans certains colorants, dans le caoutchouc. Et ben, ces amines aromatiques, elles vont être concentrées par le foie très fort et éliminées par les reins. Et donc, il y a des hautes concentrations dans les urines. Et ces produits toxiques favorisent directement l'apparition des tumeurs, des voies urinaires, et notamment de la vessie, ce qui peut devenir un cancer. Et il y a un intérêt donc à arrêter à fumer à tout âge, parce qu'en fait ce risque est cumulatif. Et même si on arrête de fumer, ben, il faut 10-15 ans pour redevenir avec le même risque d'un non-fumeur. Merci pour toutes vos réponses à ces questions. Non, vous n'allez pas partir comme ça. Place au quiz d'abord. Le quiz, c'est sans doute l'un des meilleurs moments de l'émission. C'est un peu la récréation pour vous, n'est-ce pas? On va voir quand même si vous êtes fort côté chiffres. Quel est le pourcentage de Français? Mais je le vois, le docteur Firom en train de regarder ma fiche comme ça, là. La main sur le doseur. Quel est le pourcentage de Français qui ne font pas suffisamment d'activité physique? 12%, 27% ou 43%? Ceux qui ne font pas assez de sport, pas assez d'activité, d'après vous, ils sont combien? 43%. 43. Oui, ça a l'air clair. Docteur Firom? Pareil. Ah oui. Moi, j'ai un tas de spécialistes autour de moi, je ne discute jamais Docteur Vidard? les réponses 43. des Ah spécialistes. ouais, 43. Ah mais à l'unanimité, 43? Ah ouais, 43. Oui. Ah non, mais là, vous êtes tous plantés en fait. C'est 27%. Ouais, Alors, on va mais voir ça, qu'on c'est appelle parce qu'il y en a l'activité plein physique. qui considèrent que Voilà. picoler une bière devant la télé, c'est avoir une C'est de activité. Non, non, Activité il physique. faut définir déjà le Ouais, terme c'est de ça. l'activité physique. Une petite ça. marche, une petite marche de temps en temps. Ouais, Si ça. c'est une petite Ouais. marche, 30 s'arrêter à l'étage du dessous, à son ascenseur et monter chez soi, ou s'arrêter à l'arrêt de métro avant, c'est déjà une bonne idée, ça peut être considéré comme du sport. Donc acceptons-le. C'est un bon début. Allez, autre question. Quel est le nombre de Français qui ne consomment pas les 5 fameux fruits et légumes par jour? 72%, 44% ou 56%?
Est-ce que vous déjà, est-ce que... Est-ce que la pizza est un fruit et légumes? Parce qu'à une époque, pour les Il y a Américains, de la c'était le cas. tomate, il y a des Ouais, c'est légumes ça. dessus, ça peut passer. Tomate, basilic, on a déjà deux. Vous les consommez, vous, pas, les 5 fruits et Ça, légumes on par peut. jour? Vous les consommez, Docteur Vigne? Oui, je pense. Oui. Oui. Je Par pense, semaine, je pas par pense. jour. Dites-moi, rassure-moi, il y a des fruits et des légumes dans le flan? Parce que je crois savoir que vous mangez beaucoup de flan. vous, Dans le hein. flan, il n'y a pas de légumes, non, je pense pas. Ah. Ou alors on ne les voit pas. Pas beaucoup de fruits non plus. Ou le flan en légumes. Le flan aux légumes. Docteur Lancer, vous voulez manger les 5 fruits et légumes tous les Je jours? pense que je les mange. Ouais. Ouais, tout le monde les mange, c'est bien. Docteur Firob? Oui, on s'y efforce. Oui, vous mangez surtout du Oui, il a fromage. son petit jardin, Ok. il y fait attention. Il le cultive, son petit jardin. Allez, une... Le fromage, les alors frites, Eh ben, je vais vous donner la réponse, Oui, merci, bah parce oui, que j'allais c'est passer à autre On est chose. tous impatients, 72%, 44%. 72%. Évidemment. 72%. Ouais, Mais oui, 72%. bien sûr. Voilà, pour les raisons qu'on imagine aussi parfois, les raisons financières, mais pas que, hein, c'est aussi souvent la flemme de se faire... Non, c'est de l'éducation. Et de de l'éducation l'éducation alimentaire au départ. aussi. Allez, une dernière question puisqu'on en a parlé. D'après vous, combien de temps les Français passent aux toilettes en moyenne? Alors on va commencer par les hommes déjà. Les hommes, combien de temps ils restent aux toilettes chaque jour? Ah, Alors cumulé. c'est pas forcément d'affilé. Oui, En c'est temps cumulé. Et pour faire quoi? Enfin, Bah, c'est pipi, quoi, peut-être. c'est-à-dire la totalité des activités Le temps passé aux peut toilettes. faire dans les tout toilettes. confondu. dans les toilettes? On te faites ce que demande vous le voulez aux temps que tu toilettes. passes aux Une toilettes. bonne demi-heure probablement. Allez, 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 45 minutes, 72 minutes. On a, il faut consulter. on a un C'est quand même. Allez-y. Non, j'ai pas envie de vous aider sur ce 20 coup-là. minutes. La demi-heure. Allez, La 16, demi-heure. 16 minutes. Ouais. 16 minutes pour les hommes. Ouais, allez, 20 minutes. 20 minutes. Ouais, Ouais, 20 d'accord. minutes. Et vous, docteur Firom? Un peu moins. Vous voulez savoir combien de temps je passe aux toilettes? Très indiscret. Elle veut tout Ouais, savoir. elle veut de tout toi. savoir, quoi. Vous exagérez. Non, mais d'après vous, je parle de la moyenne des d'accord. Français. Avant de mettre la table ou... 20 minutes, je suis d'accord avec Adrien. Eh bien, la réponse, c'est 45 minutes par déjà, jour. qu'est-ce Et que ça, c'est c'est une moyenne. Et alors, attendez, 54 minutes par jour pour les femmes. Vous voyez, quand vous demandez ce que font vos épouses aux toilettes, bah, elles s'occupent, elles font des trucs, elles lisent leurs petits magazines. Voilà, donc 54 minutes et 36 minutes pour les hommes. Donc, vous étiez pas très loin, effectivement. Et ce chiffre peut grimper donc jusqu'à 66 minutes par jour chez les 18-24 ans. C'est un sondage Opinionway mené pour, je le cite quand même, la compagnie des déboucheurs. La compagnie de. Ça fait des pas mal. débouches. Ça existe. La Ça fait quand compagnie même- des- La compagnie des Donc c'est déboucheurs. inversement Ouais, proportionnel d'accord. au temps passé sous la douche avec les 18-24 ans. Ah, c'est ça ça fait quand même possible. 360 heures, donc 6 jours. Ouais. Énorme sur C'est un pour ça an. qu'il y a beaucoup de proctologues qui sont très inquiets pour les jeunes qui commencent à avoir justement des problèmes de descente d'organes et d'incontinence parce qu'ils restent trop longtemps aux toilettes avec leur téléphone. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour rester en bonne santé. Merci à vous 5 pour votre participation à cette émission. Merci d'avoir posé vos questions. Docteur Stéphane Vigne, à bientôt. On sera ravis de vous revoir. Merci. Vous aussi, hein, docteur Lancer. Merci. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Docteur Bocry, c'était une belle première pour vous. On est fiers Merci de à vous. vous. Vous avez assuré. Vous Merci. êtes fort en chiffres. Hein. Bravo. Docteur Firob, bah vous, de toute façon, c'est votre place. Hein. C'est son QG maintenant. Le hein. taulier. Il y a la ronde serviette. Merci, docteur Vidard. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos questions pour les prochaines émissions. Ma question @lasantésurtout.com. À bientôt. Bonne soirée, messieurs. Bonne Merci, soirée. Jessica. Merci. Et la santé surtout.